On évite aussi les gras, les italiques, les milliards de points d'interrogation ou d'exclamation ou d'écrire en gros caractère 48. Enfin, ça passe vraiment d'ailleurs ce type de message comme étant extrêmement mal poli. Hein. C'est comme si on criait. Hein. Quand on met des majuscules sur Internet, c'est quand on crie dans des chats. Donc c'est exactement pareil dans les mails. Donc on reste simple et efficace. Ça fera meilleur effet et ça évitera aussi d'irriter votre destinataire. Voilà, dans notre texte aussi, on va donc, après ce petit texte qu'on a envoyé, préciser ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend une action? Est-ce qu'on attend une réponse? Quel type de réponse et dans quel délai? Hein, ça va déjà donner permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, de prioriser. La personne va savoir si elle a besoin de classer donc ce type de réponse dans ce qu'elle va devoir faire tout de suite ou dans ce qu'elle va pouvoir faire un peu plus tard parce que vous lui avez donné, je ne sais pas, une semaine de délai. Ça va lui permettre aussi de vous dire si le délai que vous lui donnez est approprié ou pas, parce que si vous lui demandez une réponse pour demain matin et qu'elle sait pertinemment que pour faire ce type de tâche, il lui faut 3 jours, elle va pouvoir tout de suite vous répondre en disant « Excuse-moi, mais ce délai est trop court. » Voilà. Si vous restez flou, vous aurez une réponse floue, voire pas de réponse du tout, et vous devrez relancer 50 000 fois. Donc soyez vraiment extrêmement précis dans vos demandes, hein, que ce soit envers la personne, hein, on ne demande pas une tâche à quelqu'un qui est en copie, parce qu'il y a des grandes chances que comme il est en copie, il va lire votre mail plus tard, donc s'il y a une tâche urgente, il ne va pas s'en rendre compte. Donc on demande des tâches aux personnes qui sont vraiment destinataires du mail, on leur dit précisément ce qu'on attend d'eux, et on ne fait pas des sous-entendus alambiqués, on dit simplement ce qu'on veut, et on précise une deadline pour cette réponse. Voilà, donc quelques petites astuces comme ça. Une dernière astuce extrêmement importante aussi, c'est d'éviter de traiter plusieurs sujets différents dans un même mail, même s'il est adressé à la même personne. Alors pourquoi? D'une part, déjà, quand le mail est très long, on l'a dit tout à l'heure, les gens lisent pas tout. Alors si en plus ils lisent ça sur leur tablette ou leur smartphone, ils lisent les 5 premières lignes en groupe et alors la suite, c'est même pas la peine, il n'y a rien qui est lu. Donc déjà, il faut faire des choses plutôt courtes, d'une part. Mais en plus, si vous traitez 2 sujets complètement différents, la personne qui reçoit ça, peut-être, elle a un système de classement qui fait qu'elle va mettre un sujet d'un côté et l'autre de l'autre. Là, du coup, elle a qu'un seul mail, ça va être compliqué pour elle de trier. Par ailleurs, si vous lui demandez des choses, peut-être qu'il va y avoir la première demande qui va être extrêmement courte à faire, et puis l'autre extrêmement longue. Hein, ou alors qu'ils vont avoir des degrés d'urgence différents. Et pareil, en fonction de son système de classement, elle va avoir du mal à classer votre demande à moitié dans une catégorie, à moitié dans l'autre. Donc vaut mieux vraiment dans ces cas-là faire 2 mails séparés avec vos 2 demandes, ce qui va permettre beaucoup plus de simplicité à votre destinataire dans son traitement. Et vous aussi, si vous avez besoin de relancer ou de classer ensuite ce mail dans un dossier ou dans un autre, vous allez le placer précisément dans le dossier adéquat et pas entre deux. Voilà. Enfin, concernant toujours le corps du mail, faites attention lorsque vous insérez des images ou des tableaux Excel. Parfois, on les voit, les personnes qui mettent des tableaux Excel ne font pas attention à la taille des documents qu'ils rentrent, donc on voit rien à l'écran, on est obligé de scroller à droite, à gauche. Si on veut imprimer, ça s'imprime pas du tout, ça fait sur 2 pages, ça va pas du tout. Donc faites extrêmement attention lorsque vous insérez vos documents, rétrécissez-les pour que ça tienne bien dans la taille d'un écran. Par ailleurs, sur un certain nombre de smartphones, ce genre d'insertions ne sont pas visibles. Donc vous envoyez des informations à des personnes qui sont en déplacement, elles ne pourront pas les lire avant d'être connectées à leur PC. Donc si c'est un petit peu urgent, forcément, elles ne vont pas avoir l'information. Donc parfois, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre une pièce jointe qui généralement est plus facilement accessible, même si on est en mobilité, que de mettre ces images insérées qui vont mal apparaître dans la plupart des cas. Voilà pour ces petits trucs de productivité sur rédiger des mails efficaces. Par ailleurs, si vous avez d'autres trucs, d'autres astuces pour être plus performant dans la rédaction des mails, je serais vraiment ravie de pouvoir lire dans les commentaires de ce podcast vos suggestions et vos retours sur ces astuces.
Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à porter une note dans iTunes, une note et une recommandation, ce qui permettra à d'autres personnes de voir ce podcast. C'est vraiment la seule façon que nous offre iTunes de faire un peu de promotion sur les podcasts, c'est de leur mettre des notes pour que ça sorte un petit peu du lot. Donc je vous en suis reconnaissante par avance. Vous retrouverez toutes les notes de cette émission sur productiveview.com dans la rubrique podcast. Vous trouverez donc les liens des différents articles, quelques grandes lignes sur ce dont on a parlé sur Evernote et aussi sur la rédaction des mails. Vous pouvez retrouver ProductiveView aussi sur la page Facebook, sur Google+, sur Twitter, @ProductiveView. Je suis assez active sur Twitter et je serais vraiment ravie de pouvoir interagir plus facilement avec vous via ce moyen. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite sur le podcast de ProductiveView. Bye bye!